toutes et tous. Excusez-nous pour les quelques secondes de retard à l'allumage. Donc on est ravis de vous accueillir ici pour cette 10e masterclass. On a la chance d'avoir un, un intervenant qui est particulier puisqu'il a à la fois la casquette d'ambassadeur de l'opération Milliard et en plus c'est un pionnier. Il a créé le projet Terra, donc un écosystème pour le 21e siècle. C'est Monsieur Frédéric Bosquet. Sans plus attendre, je vais lui donner la parole pour qu'on commence à l'heure et qu'on puisse terminer à l'heure. Vous connaissez les règles. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Évidemment, dans la deuxième partie, Frédéric prendra le temps d'y répondre. Euh, donc voilà, je vous souhaite une très bonne masterclass. Et Frédéric, c'est à toi quand tu veux. Bonjour à tous, très heureux d'être là avec vous. Je suis honoré et je me réjouis d'être ambassadeur du milliard, qui est une sorte de matérialisation venue du ciel de ce à quoi j'aspire depuis au moins une vingtaine d'années. Et que là, comme ça, l'intelligence collective a su sortir comme ça de ses lemmes ce projet merveilleux qu'est le milliard. Ça m'enthousiasme par rapport à ce qui peut se passer dans les prochaines années, parce que c'est vraiment là qu'est le levier que l'on va poser sur notre territoire pour changer vraiment la configuration de notre société, parce que là, aujourd'hui, il faut vraiment qu'on s'y mette. Donc, qui je suis? Ben voilà, j'ai 60 ans, je suis entrepreneur humaniste depuis plus de 35 ans. J'ai été gérant de coopérative, j'en ai créé plusieurs que j'ai transmis aux salariés avant de partir pour ce merveilleux projet qui s'appelle Terra. J'ai été aussi très engagé dans le mouvement français pour avoir une base qu'on a créé en 2013. J'ai été aussi engagé très fortement dans le réseau des monnaies citoyennes locales. Et quand je suis parti en vélo, il y en avait quelques-unes. Aujourd'hui, il y en a plus de 80. Et puis, c'est la conjonction des deux qui a fait que Terra a existé, c'est-à-dire la réunion entre le revenu de base inconditionnel et la monnaie citoyenne locale, avec cette idée de relocaliser la production vitale aux habitants des territoires pour faire en sorte que les citadins des grandes villes puissent venir habiter ces territoires et passer à une nouvelle étape de notre société. Et on y travaille depuis 10 ans maintenant avec les habitants volontaires du territoire sur lequel je suis. Voilà, et maintenant on arrive à un changement d'échelle qui nous a pris presque 10 ans et on est très content de pouvoir témoigner à la fois de nos réussites, de nos difficultés, de nos échecs ou nos feedbacks, on va dire plutôt, qui nous ont permis progressivement de développer cette merveilleuse innovation de rupture qui s'appelle Terra. Donc, c'est la petite introduction. Je ne sais pas si tu veux que je dise autre chose de plus, Pierre. Bah écoute, non, N'hésite c'est pas. très bien. On est ravis de pouvoir donner aussi la parole au territoire de l'opération Milliard. Je t'invite peut-être à mettre ton diapo, Frédéric, comme ça on va pouvoir commencer. Donc, déjà, pour vous donner un peu le contexte, euh, comme je vous le disais à l'époque, j'étais dirigeant de société. J'étais déjà dans l'économie sociale et solidaire. J'avais deux structures. Et je me sentais écartelé entre ma condition d'entrepreneur et mon devoir de tenir des structures de l'économie sociale et solidaire dans lesquelles travaillent des personnes handicapées ou des personnes très éloignées de l'emploi. Et j'avais vraiment l'impression que plus on avançait et plus la tension entre mon côté entrepreneurial et on va dire, ma vie d'activiste à la fois pour les humains et la nature était en contradiction. En fait, la tension était de plus en plus forte. Et j'avais vraiment l'impression que j'allais me couper en deux, en fait. Et donc, en 2013, ce que j'ai décidé, c'est de prendre un vélo, faire un premier Tour de France en vélo, à la rencontre de tous ces gens qui avaient changé de vie, pour justement se mettre au service des communs. Et j'ai visité comme ça, j'ai fait 4500 kilomètres en vélo, et je suis allé à la rencontre de tous ces gens qui étaient venus s'installer à la campagne et qui avaient essayé de refaire leur vie en accord avec leurs valeurs. Et quand je suis revenu de ce premier tour de France, qui a duré 3 mois, ma vie a complètement changé. Je dis souvent que mon organe émotionnel s'est détartré. Et quand je suis rentré, je n'ai plus pu manager. J'ai cédé les entreprises que j'avais aux salariés et je suis parti dans les Alpes pendant 9 mois pour réfléchir à comment je pouvais aider. Je dis souvent ces putains de héros, excusez-moi le gros mot,
qui travaillent dans l'ombre, en fait, à changer notre société et à prendre soin des communs. Et ce que j'avais remarqué, c'est qu'ils n'avaient aucune culture économique et financière. Ils étaient seuls, isolés. Ils n'avaient pas les outils de l'entreprise pour valoriser à un moment donné ce qui comptait pour eux, en fait. Et je me suis dit, ce qu'il faudrait, en fait, c'est prendre toutes ces initiatives que j'ai rencontrées un peu partout en France, les remettre dans un seul endroit, les connecter les unes avec les autres pour voir comment, en les connectant ensemble, on pourrait produire localement ce que les habitants, les entreprises locales et les collectivités territoriales ont besoin, et en même temps le faire différemment pour augmenter la résilience de ces structures et faire en sorte que ces structures soient plus respectueuses des humains et de la nature. Et donc, j'ai envoyé un mail à plein de gens en leur disant, voilà le projet que j'ai, est-ce que ça vous dirait de m'aider? Et là, j'ai reçu plein de super mails extraordinaires qui sont arrivés et qui m'ont dit, oui, vas-y, on te suit. Et donc, on a fait deux autres tours de France en vélo qui ont duré 2 ans pour justement comprendre ce qui se passait un petit peu sur notre territoire. Et là, ce qui s'est passé, c'est que je me suis rendu compte que, on va dire, un tiers des communes qu'on traversait étaient dans un sale état. Et ça correspond à ce qu'on appelle les zones rurales revitalisées. C'est-à-dire, ce sont des communes rurales dans lesquelles, finalement, tout est en train de partir en déliquescence. Il n'y a plus de production à l'usage des habitants, il n'y a plus de réseau de distribution, il n'y a plus d'épargne qui viennent s'investir dans ces territoires. La population vieillit, les populations actives quittent les territoires et vont s'agglutiner dans les grandes villes dans lesquelles on retrouve les problématiques de gentrification des centres-villes, car l'explosion des centres-villes, les populations moyennes qui partent dans les banlieues, et des banlieues, en fait, eh ben, les pauvres qui y habitaient se retrouvent à la campagne, et hop, dans un cercle vicieux qui s'accélère chaque année. Alors qu'en même temps, ce qu'on avait remarqué, et ce que dit d'ailleurs l'Observatoire de la consommation, et ce n'est pas des altermondialistes, c'est qu'ils disent que plus un Français sur deux veut quitter les grandes villes pour venir habiter à la campagne, en tout cas dans des villes à taille humaine. Et le problème, c'est que dans ces villes-là, malheureusement, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a un gros problème. C'est qu'il n'y a plus rien, justement. Il faut tout reconstruire. Et là, on se heurte à une problématique forte qui est celle qu'il n'y a plus d'épargne à destination de ces communes qui peuvent s'investir pour développer, en fait, un appareil de production qui permettrait de relocaliser la production vitale à ces gens qui voudraient y habiter ou à ces habitants qui y habitent déjà. Alors, quand j'entends production vitale, moi, j'entends les productions de base, alimentation saine, énergie, eau, cycle des déchets, mobilité en partage, bâtiments durables à usage d'habitation ou professionnel, et puis aussi tout l'accompagnement des acteurs locaux à la transition, parce que ces acteurs locaux, malheureusement, ils sont laissés, ils sont livrés à eux-mêmes, et ils n'ont pas forcément ni le temps, ni les moyens conceptuels de faire une vraie transition dans leur territoire. Mais ça, ce qu'on peut voir, ça s'appelle un marché, ça. Quand d'un côté, en fait, vous avez des communes rurales qui sont en train de mûrir, qui sont en train de mourir avec des magnifiques territoires. J'ai fait 14 000 kilomètres en vélo. Je peux vous dire que la France, c'est le plus beau pays du monde, hein, ça, je vous le garantis. Et surtout que sur 80% du territoire, en fait, il n'y a quasiment personne, alors que vous avez des richesses incroyables. Donc ça s'appelle une offre. Et de l'autre côté, vous avez une demande, c'est-à-dire des tas de gens qui veulent quitter les grandes villes pour venir habiter dans des villes à taille humaine. Et ces gens-là, ils ne peuvent pas y aller. C'est-à-dire, on n'arrive pas à connecter le marché. Et pourquoi on ne peut pas connecter le marché? Eh bien, je vous le dirai tout à l'heure, parce que c'est l'enjeu fondamental de tout ce que je vais essayer de vous montrer. Alors, bah, du coup, suite à ces Tours de France, je suis venu m'installer dans une petite commune qui s'appelle Tournon-d'Agenais en premier. Et puis, globalement, on a, à partir de ce territoire, dans le sud-ouest de la France, hein, on a développé plusieurs activités qui se sont déployées sur plusieurs communes. Le Terra, c'est devenu aujourd'hui ce qu'on appelle un pôle territorial de coopération économique. Alors, ça paraît comme ça un nom un peu bizarre, mais pour nous, c'est important parce que ça veut dire que le ministère de l'Économie a reconnu l'impact économique que nous avions eu sur notre territoire. Et ça, pour nous, c'est vachement important parce que c'est super important pour que la transition sorte de la philanthropie, du bénévolat, voire même du volontariat. Il faut faire de la transition notre plus beau métier. Ça veut dire qu'il faut que la transition génère des activités économiques pour qu'on puisse gagner en compétences et monter tout le monde de telle façon qu'à un moment donné, la transition devienne non pas quelque chose d'à côté,
ou quelque chose qui viendra plus tard, mais devienne la civilisation. Et pour ça, il y a vraiment un gros travail de valorisation économique. Et c'est pour ça que pour nous, c'est important d'avoir ce petit label, parce qu'il reconnaît la dimension économique du projet. Et qu'est-ce qu'on va faire dans ces petits territoires ruraux? Ben, on va relocaliser la production durable, vitale, aux habitants de ces territoires, aux entreprises locales et aux collectivités territoriales, qui sont pour moi les trois trépieds sur lesquels on peut reconstruire en fait toute la revitalisation de ces zones rurales. Donc en France, je vous l'ai dit, hein, une commune sur trois est classée en zone rurale à revitaliser. On est allé s'installer dans une petite zone à revitaliser, d'une trentaine de kilomètres autour de Tournon-d'Agenais. Et c'est là qu'on a redéployé progressivement notre activité. Qu'est-ce qu'on y fait? Truc très bête, hein, je vous l'ai dit. On va y faire en sorte d'y relocaliser de l'alimentation saine, de l'eau potable et mettre en place un cycle de retraitement de nos déchets, produire de l'énergie renouvelable, produire des bâtiments durables à usage d'habitation ou professionnel, et enfin mettre en place un réseau de véhicules en partage propulsés par de l'énergie renouvelable produite sur le territoire, et puis tout un ensemble d'activités pour accompagner les acteurs locaux à la transition, mais aussi, si on veut que les gens viennent s'installer sur ces territoires, l'accès à la culture pris dans son sens large, d'éducation, de sciences, de techniques et d'art. Si effectivement on ramène tous ces éléments sur le territoire, alors nos territoires ruraux peuvent devenir attractifs et tous ces citadins des grandes villes qui veulent les quitter pour venir vivre, entreprendre et investir en milieu rural pourront le faire. Et j'espère bien que ça changera en fait le rapport de force entre ces mégalopoles. Pour rappel, hein, une ville comme Paris, c'est 300 fois sa taille en empreinte écologique, hein. Donc il faut arrêter de nous dire que les grandes villes, c'est l'avenir de l'humanité. Non, c'est le passé de l'humanité. Il va falloir vraiment qu'on apprenne à vivre différemment si on veut continuer à vivre dans les années à venir. Donc, qu'est-ce qu'on a fait sur ce territoire? Pardon, j'ai tombé mon casque. Eh bien, on est arrivé dans une petite ferme qui fait 4 hectares, pardon, 14 hectares, à Masquière. On a commencé à y redéployer la base, un peu de maraîchage, de la transformation, de la production de repas. On y accueille entre 200 et 300 personnes par an qui viennent visiter notre écosystème et qui viennent s'inspirer de ce qu'on fait. On a ensuite développé en tournant d'Agenais dans un petit village juste à côté qui fait 700 habitants, une épicerie de producteurs avec une quarantaine de producteurs. Et puis on a en même temps travaillé avec une petite commune qui s'appelle La Capelle-Cabalin, à 200 kilomètres, où là on a investi dans une société coopérative d'intérêt collectif pour produire de l'énergie renouvelable à l'échelle d'une petite commune. Et là on est capable aujourd'hui, ça y est, nos premières, l'énergie commence l'électricité commence à être vendue à une cinquantaine maintenant de foyers, dont le nôtre d'ailleurs. Et ensuite, on a pendant toute cette durée développé la mise en place d'une monnaie citoyenne locale, qui est une monnaie qui nous permet de suivre en temps réel les stocks et les flux, de telle façon à avoir une efficacité économique et financière pour pouvoir ensuite réorienter en fait l'activité pour développer en fait notre territoire de vie. Cette petite monnaie s'appelle l'abeille. Aujourd'hui, on a à peu près 100 000 euros de stock d'euros qui garantissent ces abeilles et ça génère 280 000 euros de flux qui sont dédiés en fait au territoire, dédiés aux productions respectueuses des humains et de la nature. Ce qui est très important dans ce même mouvement, on a construit en fait un processus dont on pourra parler un petit peu plus tout à l'heure, un processus de financement progressif de la revitalisation de ces zones rurales à travers un mécanisme de dons d'abord, on donne du temps, on donne de la monnaie à travers des dons défiscalisables et un fonds de dotation, puis ensuite de subventions d'exploitation et d'investissement, puis ensuite, quand c'est en fonction de capitaux patients intérêts modérés qu'on développera tout à l'heure, et puis enfin, une fois que les structures sont bien en place, par l'utilisation de la capacité d'autofinancement de chaque structure pour ensuite être autonome en termes de développement territorial et recréer de nouveaux écosystèmes. Et on est arrivé en 2013, enfin on est parti en 2013, on a fait 3 tours de France en vélo. En 2015, on s'installe sur le territoire. J'arrive tout seul avec mon vélo d'ailleurs, c'est un ami qui m'avait amené. Et puis aujourd'hui, on est plus de 100 à être présents sur le territoire
avec une moyenne d'âge de 38 ans contre 55 sur le territoire. Donc on voit qu'il y a un abaissement aussi de l'âge moyen, parce qu'effectivement, il y a une population qui est venue parce qu'elle avait envie de s'investir dans ce territoire. Et là, on voit que le fait progressivement d'avoir amené des personnes, une population active, donc plus jeune sur ces territoires, le fait aussi, on en parlera tout à l'heure, d'y avoir injecté du temps, ce que j'expliquais tout à l'heure, du temps, de la monnaie, des capitaux patients et puis des activités économiques sur le territoire, mais progressivement, en fait, on est passé de zéro à plusieurs millions d'euros d'investissement sur le territoire et on a un budget aujourd'hui d'environ 600 000 euros au niveau de l'écosystème, de toutes les structures, avec, vous voyez en bas les deux petites courbes là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais je ne sais pas si vous voyez ma souris là, oui, vous la voyez. Et on a aujourd'hui à peu près 5 000 euros de stock de monnaie locale et 280 000 euros de flux. Mais l'objectif, c'est de continuer. L'objectif, c'est d'arriver, on sait, à peu près à 9 millions d'euros, qui serait le seuil à partir duquel on peut vraiment se développer, en fait. Donc, on a encore du chemin, hein. En 2022, on a collecté à peu près 3 millions. Et puis là, il va y avoir deux tranches de 3 millions. Une deuxième tranche qu'on va démarrer à partir de septembre. Et puis une troisième tranche qui sera de 3 millions d'euros pour terminer. Un autre élément très important que j'aimerais vous montrer, ça va, j'ai un peu de temps encore là, ou j'ai dépassé là déjà? C'est parfait, tu peux dérouler. Ça va. Donc, une autre chose qu'on parle très peu et que je me suis rendu compte pendant mes 3 Tours de France, c'est que beaucoup on va dire, de personnes qui quittent la ville pour aller habiter en milieu rural, y va par conviction pour aligner ses valeurs sur ses comportements. Mais ce que j'ai contacté, puisque j'ai visité plus de 60 écolieux avant de nous lancer, avec des enquêtes et tout, avec tout ce qu'il faut pour vraiment comprendre comment ça fonctionnait, en fait, on s'est rendu compte en fait que beaucoup de gens y allaient un peu au doigt mouillé. Quand je dis au doigt mouillé, ça veut dire que, imaginez quelqu'un qui voudrait monter l'Everest et qui partirait en, vous savez, là, ces petites chaussures ouvertes, elle est un t-shirt. Alors, ça va aller bien jusqu'à 1000-1500 mètres, mais à partir de 1500 mètres, le t-shirt et les chaussures ouvertes, ça va être compliqué quand même. Donc, je pense que il y a beaucoup, c'est pour ça que je parle de professionnaliser la transition, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de personnes avec leurs convictions qui s'engagent, mais qui ne mesurent pas après. Euh, la quantité de travail que ça demande de développer un écolieu qui va avoir un impact sur son territoire en termes de développement économique. Parce que je ne parle pas d'écolieux dans lequel on va se mettre à côté, et je ne dis pas que c'est mal, hein, je dis que quand vous créez un écolieu et que vous vous mettez à côté de la société, c'est pas la même chose que si vous voulez créer un écolieu qui transforme le territoire et qui amène de l'investissement, de l'activité économique, des personnes, et qui va transformer en fait le territoire. C'est pas de même nature. Donc pour ça, il faut regarder un élément très important qu'on utilise dans l'économie sociale et solidaire, qui est ce qu'on appelle l'employabilité. En gros, l'employabilité, c'est le rapport entre ce que coûte une personne à produire, pour nous, des biens vitaux dont on a parlé, l'énergie renouvelable, l'eau, les maisons, les voitures, etc. Et puis, ce que ça va ramener comme argent, en fait, dans l'organisation. Donc le ratio, c'est je prends ce que ça coûte et je regarde qu'est-ce que j'ai rapporté, entre guillemets, à l'entreprise. Et ça, il faut au moins que ça arrive à 100, voire même un peu plus que 100, puisqu'il faut ensuite payer nos amortissements, nous développer, faire de la R&D. Donc ce ratio entre qu'est-ce que ça ramène comme argent et qu'est-ce que ça a coûté, on appelle ça l'employabilité. Et ça, on peut la ramener sur une personne. Eh bien, si on regarde un petit peu l'évolution de Terra depuis le début qu'on est arrivé en 2015, on a travaillé avec des personnes qui n'étaient pas des entrepreneurs, qui n'étaient pas des producteurs, qui ne sont pas des gens qui... C'est des gens qui sont venus parce qu'ils en avaient marre de cette société et qui voulaient essayer de démarrer quelque chose de nouveau. Mais en même temps, si on veut devenir autonome en termes de développement, il faut aussi qu'à un moment donné, on puisse dégager des excédents qui nous permettent de nous développer et de ne plus avoir justement besoin de demander aux autres de l'argent pour développer nos propres valeurs. Eh bien, on se rend compte que sur le temps, on a passé quasiment, je dirais, 5 ans à 25% d'employabilité. Ça veut dire qu'on avait comme recette euh, un quart de ce que ça nous coûtait. Puis ensuite, on est passé à 30% en un an. Puis ensuite, on est passé à 39% en un an de plus. Et là, on se dirige doucement avec la mise en place
du quartier rural de Trentel a une capacité, en fait, de plus de 50%, et on va aller vers 75, et jusqu'à arriver à un moment donné à 100. À partir de 100, on pourra dire qu'on rentre, entre guillemets, cette fois-ci, on aura vraiment créé un modèle économique et financier qui nous permettra de nous développer. Le troisième élément important de ce travail-là, c'est ce qu'on appelle, nous, les organes de l'écosystème coopératif territorial. Parce que le gros problème qu'on a pour revitaliser une zone rurale, c'est qu'on ne peut pas y aller pas à pas, en fait. On fait ça, puis une fois qu'on a obtenu ça, on fait ça, puis une fois qu'on a... Ça ne marche pas comme ça. Il faut, en fait, un petit peu comme un bébé qui naît. Un bébé, c'est un magnifique écosystème coopératif territorial. Quand il naît, en fait, bah, il n'est pas d'abord avec les poumons, et puis après le foie, et puis après avec les reins, et puis après le cœur. Il naît avec tous ses organes, et c'est parce qu'il a tous ses organes en petit qu'il est capable pleinement de se développer et de pouvoir ensuite devenir autonome. Et ben, c'est pareil pour revitaliser les zones rurales. Il faut créer des écosystèmes coopératifs territoriaux qui sont eux aussi composés d'organes, mais ces organes, ce sont des structures qui chacune vont avoir une, une spécificité dans l'organisation. Donc nous, on a une société civile immobilière qui va gérer en fait la partie foncière. Donc cette SCI Lutiel, c'est elle qui possède les terrains sur lesquels on va construire. On a une société civile, une société coopérative d'intérêt collectif qui est un petit peu l'entité commerciale qui va elle s'occuper de toute l'exploitation en fait de ces choses qu'on va construire sur notre territoire et qui va donc produire les biens et les services dont on a parlé, l'énergie, l'eau, les bâtiments, les véhicules en partage, etc., l'alimentation. Et puis parmi cette SCIC, il va y avoir un collège particulier qu'on appelle habitant sociétaire qui, lui, va regrouper les habitants qui veulent habiter sur le territoire, et là, plus particulièrement dans le quartier rural de Lustrac, où on est en train de développer ce modèle. Et ils vont avoir d'ailleurs plus de 30% des voix dans ce collège-là. C'est-à-dire que c'est eux qui ont le plus de voix, mais ils ne sont pas majoritaires. Dedans, il va y avoir aussi les entreprises qui ont 20%, les collectivités qui ont 20%, et puis trois petits collèges qui sont des investisseurs, des donateurs, et puis on va dire des techniciens. Là-dedans, on y met plutôt des universitaires, des gens qui nous aident à modéliser en fait le projet. Donc ça, c'est vraiment la partie, je dirais, purement production. Et en dessous, on a aussi plusieurs structures qui vont, on va dire, aider, appuyer, faciliter la relocalisation de la production à travers une association qui s'appelle l'Abeille, qui va porter la monnaie citoyenne locale, qui est un peu la relocalisation de la Banque centrale européenne, si vous voulez. C'est elle qui va faire en sorte que la monnaie en circulation dans le territoire va être à la hauteur des produits et des services qu'on veut développer et faire en sorte que nos investissements restent sur le territoire. On a en face un fonds de dotation qui, lui, va collecter des dons défiscalisables de toutes les structures, mais aussi des partenaires qu'on a autour de nous. Et là, on pourrait dire que c'est la relocalisation du bras des redistributeurs de l'État, mais à l'échelle d'un territoire. Donc, ce fonds de dotation, c'est par lui qu'on va verser les revenus d'autonomie, qu'on va éventuellement investir avec des capitaux bassins intérêts modérés, on en parlera tout à l'heure, dans les structures qui vont se développer. Et puis, on a l'association politique, en tout cas qui représente la communauté politique, qui est Terra. Et l'association Terra, son rôle, qui maintenant est un PTCE, donc un pôle territorial de coopération économique, qui, elle, va un peu insuffler la visée, la vision, et qui va aussi travailler avec tous les partenaires qu'on a, c'est-à-dire on travaille avec des communes, une communauté de communes, le département, la région, l'État, certaines institutions de l'État comme l'ADEME ou la NCT, mais aussi l'Europe. Donc c'est elle qui va gérer un petit peu toute cette représentativité, et dont l'objectif va être à terme de disparaître en fait au profit d'un comité territorial de dialogue qui se sera formé sur le territoire, qui représentera toutes les parties prenantes de ces territoires et qui pourra ensuite tout seul, et peut-être même dans d'autres territoires. Je vérifie auprès de Pierre si je suis toujours dans le timing ou si là, il faudrait que je m'arrête. Non, tu es toujours dans le timing. Ce serait bien de passer à la partie sur les capitaux patients intérêts modérés et les modes de financement. Comme ça, Ok, pendant 10 minutes, tu nous expliques un petit peu et ensuite, on aura des questions certainement là-dessus.
Ça marche. Ok. Alors justement, avant de passer au capitaux patients intérêt modéré, maintenant que je vous ai montré qu'est-ce qu'on produit, comment on le produit, quelles sont les organisations qui participent à cette production, il faut regarder maintenant cette chose de façon vivante pour voir comment on passe d'une zone rurale à revitaliser à un écosystème coopératif territorial. Et ça, c'est vraiment la particularité de Terra, c'est vraiment le modèle économique qu'on cherche à développer, à expérimenter depuis presque 10 ans. En gros, si vous voulez, si on résume l'économie à deux principes de base, je ne sais pas si vous avez fait du bateau. Euh, tiens, je vais poser une question. Qui a fait du bateau à voile? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Il veut ne lever la faut pas main? Ah, pouvoir te super. répondre parce que les micros sont coupés, mais vous pouvez Ah, répondre dans d'accord, le ok. chat avec plaisir. D'accord. Donc, comment on remonte contre le vent avec un bateau à voile? Oui, on tire des bords. Je vois la main de Guy qui met comme ça. Voilà. On tire des bords. Eh bien, nous, on va tirer des bords aussi. Donc, on a deux leviers, en fait, qu'on va actionner. Quand la production est supérieure à la demande, on va injecter des revenus pour écouler la production. Et quand la production va être inférieure à la demande, on va injecter de l'investissement dans les structures pour augmenter la production. Et au fur et à mesure comme ça, on va avancer, on va produire de plus en plus localement ce dont on a besoin pour y vivre, et donc on va pouvoir accueillir de plus en plus de population. C'est exactement comme ça qu'on va faire. On est parti de zéro, on est à 100, et l'objectif, c'est aller vers 200, 300, 400. J'espère qu'on sera des milliards à revenir dans nos territoires ruraux. Pour ça, comment on fait? On va appeler de l'investissement à travers les trois secteurs de la société. Donc, la société civile pour démarrer, avec des dons défiscalisables, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On va s'adresser au secteur public quand on va commencer à fonctionner avec des subventions d'investissement et d'exploitation. Et enfin, on terminera par le marché avec des capitaux patients à intérêt modéré. Cet argent, il va arriver dans les structures de l'écosystème que je vous ai expliqué. Il va constituer ce qu'on appelle un patrimoine productif. Ce patrimoine productif, il va permettre de générer une exploitation, par exemple, produire de l'alimentation, de l'énergie, construire des bâtiments, mettre en service des véhicules en partage. Grâce à cette exploitation, on va donc pouvoir faire rentrer du chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires va ensuite être dépensé dans l'écosystème. Alors, une grosse partie va ressortir parce qu'on ne produit pas tout sur place. Donc, il y a une partie qui va quitter l'écosystème sous forme d'achat à l'extérieur, mais aussi de cotisations sociales, d'impôts, de taxes, etc. à l'État. Une deuxième partie va revenir dans l'écosystème sous forme d'un revenu d'activité qui pourrait être distribué soit sous forme de salaire, soit sous forme de chiffre d'affaires que les structures vont pouvoir, de l'écosystème vont pouvoir absorber. Avec ce qui va nous rester, on va pouvoir sortir une partie de nos excédents pour les investir dans un fonds de dotation qui, lui, va pouvoir les redistribuer pour compléter les revenus d'activité des activités qui ne sont pas rentables. Par exemple, le maraîchage, par exemple, c'est une activité où les gens bossent 70 heures par semaine et gagnent 500 ou 600 euros par mois. Et ça, c'est pas le marché qui va combler ça, parce que le marché, pour l'instant, il n'est pas prêt, ni même l'État. Eh bien, nous, en versant un revenu d'autonomie en complément de ces revenus d'activité, eh bien, du coup, on aura rétabli, en fait, une sorte de valorisation de ces activités-là qui permettront à ces personnes soit de baisser leur temps de travail, soit de pouvoir embaucher pour être plus à l'aise dans ces activités-là. Et puis ensuite, avec le reste, en fait, de ce qui nous restera, avec ce qu'on appelle la CAF, la capacité d'autofinancement, l'objectif ensuite, c'est de réinvestir dans l'appareil de production et faire en sorte de produire mieux, plus local dans le territoire. Et quand on aura terminé ce travail-là, quand on aura revitalisé notre territoire, au lieu de continuer à faire ce que font habituellement les structures, c'est-à-dire d'aller placer leur pognon sur les marchés financiers pour extirper un petit peu plus de valeur de leur territoire, ben nous, on va mettre à disposition nos excédents à un nouvel écosystème pour le créer et on deviendra financeur d'un nouvel écosystème dans un processus de développement euh, euh, d'écosystèmes coopératifs territoriaux dans d'autres petites communes. Et on espère comme ça arriver à revitaliser nos territoires ruraux. Alors, je terminerai là-dessus, puisqu'on a parlé de ça tout à l'heure. Mais tout ça,
n'est possible, et c'est pour ça que je suis heureux d'être ambassadeur du milliard et de m'associer à ce rêve formidable de remettre la finance au service de l'économie et l'économie au service de la vie, qui est un peu ce que j'essaie de faire depuis un certain nombre d'années. Tout ça n'est possible que si on travaille avec des capitaux patients à rendement modéré ou à intérêt modéré, comme vous voulez. Pourquoi? Alors ça, c'est un truc super important que je voudrais vraiment vous faire toucher du doigt, parce que là, on arrive à un point vraiment extrêmement important. Voilà. Vous voyez mon petit bouton rouge là? Ouais. Ouais. Donc, dans une entreprise, en fait, euh, on va dire la naissance d'une entreprise commence quand elle atteint son seuil de rentabilité. C'est-à-dire quand son chiffre d'affaires est égal à ses charges fixes plus ses charges variables. Et généralement, dans des marchés un peu classiques, en 3 5 ans, on arrive à ce seuil de rentabilité assez facilement. En tout cas, dans un marché qui fonctionne. Et aujourd'hui, notre système financier, que je compare à un magnifique porte-avions, en fait, il fait décoller en fait, des entreprises sur 3 à 5 ans. Alors, des fois, c'est 5 10 ans, il faut vraiment derrière avoir des contreparties. Mais en tout cas, il est habitué en fait, à financer en fait, euh, des petites entreprises classiques. Et donc, si on prend l'exemple d'un avion qui décolle, sur 200 mètres, ces avions, ils décollent. Mais si on veut s'attaquer à la transition, et si on veut s'attaquer à la revitalisation des zones rurales, c'est pas 3 à 5 ans qu'il nous faut, c'est peut-être 10 15 ou 20 ans. Ça veut dire que, pourquoi il nous faudra 20 ans? Parce que le seuil de rentabilité, en fait, il va se décaler dans le temps. Pourquoi il va se décaler dans le temps? Parce qu'en fait, on va rajouter de la charge. Alors, de la charge, des achats, on va rajouter des coûts. Pourquoi on va rajouter des coûts dans un écosystème coopératif territorial? Parce qu'on va réintégrer un certain nombre de coûts que le marché, en fait, s'est débarrassé. Par exemple, on va réintégrer des externalités négatives. Par exemple, on va arrêter de polluer. On va produire propre. On va produire dans un réseau circulaire. On va produire à partir de fournisseurs qui sont proches de chez nous. Et donc, forcément, ça va augmenter nos coûts. Et donc, décaler le seuil de rentabilité dans le temps. Mais pas que. On va essayer de valoriser des externalités positives. Par exemple, on va faire en sorte que les gens trouvent un boulot qui leur plaît. On va créer de la confiance entre les acteurs. On va apprendre à coopérer entre nous. Tout ça, c'est du temps qu'on va passer. Et donc, c'est des coûts qui vont augmenter, en fait. Et donc, là, encore une fois, le seuil de rentabilité, il va se décaler dans le temps, puisque nos coûts sont plus importants. Mais il va falloir aussi sécuriser les transactions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser l'euro, parce que l'euro, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas où il va, et on ne sait pas comment il circule. Comment vous voulez faire de l'économie politique quand vous ne savez pas comment la monnaie est créée, comment elle circule et comment elle est détruite? Donc, il nous faut un outil, et une sorte de label qui va venir se coller sur la monnaie pour savoir comment elle circule et comment on peut la faire circuler au mieux de l'intérêt et des communs. Et donc ça nécessite d'avoir des outils qui nous permettent, des outils informatiques avec des outils qui nous permettent de suivre la monnaie en temps réel. C'est ce qu'on fait avec la monnaie citoyenne locale. Mais il va falloir aussi financer des valeurs immatérielles, parce que si on finance que des biens et qu'on ne finance pas des éléments plus immatériels, comme je vous en parlais tout à l'heure, comme la confiance, la coopération, la pertinence des solutions et tout ce qui va nous permettre à un moment donné de pouvoir valoriser à un moment donné de l'immatériel qu'on ne voit pas encore, eh ben là, encore une fois, on va augmenter nos coûts. Par exemple, aujourd'hui, tout le monde voit le centre de formation qu'on a créé à Trintel, et en même temps, ce centre de formation n'aurait jamais pu voir le jour s'il n'y avait pas dessous un énorme iceberg qui nous a pris 10 ans à constituer, qui est un réseau de capital humain qui s'est constitué autour de nous et qui aujourd'hui nous a permis de poser un centre de formation à 2 millions d'euros dans une commune de 700 habitants au bord du Lot. Ce qui, sur le plan économique et financier, est une hérésie complète. Mais pourquoi il est là, ce bâtiment? Il est là parce qu'en dessous, il a été porté par des investisseurs patients qui ont une volonté de rendement modéré et qui ont dit, mais nous, ce qu'on veut, c'est produire de la valeur sociale et produire de la valeur écologique. Et si notre rentabilité financière, elle baisse, et si notre retour sur investissement, il se déplace dans le temps, c'est pas grave, parce que nous, on se sent rémunéré quand on produit de la rentabilité écologique et sociale, et pas seulement quand on produit de la rentabilité financière. Et c'est pour ça
on a réussi à faire ce projet parce qu'on a trouvé suffisamment d'investisseurs. Pas encore totalement, ben, il nous en manque, mais quand même, on en a trouvé une partie pour commencer déjà à faire ce premier travail. Et enfin, très important, le dernier élément qui va aussi déplacer notre seuil de rentabilité en le temps, c'est ce qu'on appelle la réflexivité. C'est-à-dire que nous, on ne veut pas que les gens se tuent. On ne veut pas que les gens fassent des boulots qui ne les réalisent pas quand ils les font. On veut au plus possible que les gens, quand ils actionnent, quand ils travaillent, quand ils produisent de la valeur, ils produisent de la valeur aussi pour eux-mêmes, non pas seulement avec un salaire, mais parce que le fait de travailler comme ils travaillent, dans le sens qu'ils pensent qu'ils peuvent travailler, leur produit finalement de la valeur à l'intérieur d'eux-mêmes. Et c'est ça la réflexivité. Et ça aussi, bah, ça va faire qu'une personne, elle va mettre peut-être 2 ans, 3 ans, 4 ans à trouver ce qu'elle veut faire. Ah ben, c'est pas grave, elle commencera à la boulangerie, puis ensuite elle fera de l'éco-construction, et puis après elle fera de l'environnement, c'est exactement le cas de Lisa par exemple, ou elle passera peut-être par une période en informatique aussi, jusqu'à ce qu'à un moment donné, elle ait enfin trouvé sa place dans l'écosystème et qu'elle soit heureuse de faire ce qu'elle fait et qu'en plus elle gagne de l'argent. Et donc ça, ce n'est possible que si on abaisse en fait les coûts d'acquisition du capital. C'est pour ça qu'on passe par du capital directement dans nos structures et que ce coût du capital en plus, il soit modéré. Et là, on limite à 2% les retours sur investissement. Et on rend général le capital au bout de 10 ans avec un par quart à partir de la 7e année pour donner une ordre d'idée de ce qu'on fait. Voilà, j'espère que c'était clair. J'essaie d'être le plus clair possible. C'est pas évident de présenter le projet. Non, mais merci Fred, c'était très clair. Donc, merci pour le partage de cette vision. On va pouvoir prendre quelques questions. Et puis, s'il reste quelques minutes, tu nous parleras de la trajectoire du financement du projet Terra, que j'avais trouvé passionnant personnellement. Donc, la première question, c'est une question de compréhension. Elle nous vient de Guy, qui demande rupture plutôt que transition à cause de l'urgence, non? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ça, c'est un pari que je fais, les amis, que j'ai fait en partant, en prenant mon vélo il y a 10 ans. Euh, Tout ce qui s'est fait de mieux dans l'humanité, c'est fait plutôt ici, là, au niveau du cortex et puis dans le cœur. Tout ce qui a été un petit peu tordu, c'est fait plutôt par ici, avec notre cerveau reptilien, là. Et donc les fonctionnements de base, l'attaque, la fuite et la sidération. Donc oui, c'est vrai, il y a urgence, je suis d'accord avec vous, il y a urgence, mais il va falloir, en tout cas nous, on a décidé de se mettre dans une perspective qui ne soit pas l'urgence, qui ne soit pas que l'urgence. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est que tant que le bateau continue à voguer, on essaie de le faire changer de direction. Ça, c'est tout le travail qu'on fait aujourd'hui avec les collectivités territoriales, avec cette relocalisation de la production vitale dans nos territoires, en partenariat avec pardon, les élus des entreprises, les producteurs, les associations et les habitants. Et donc, on essaie de faire changer de trajectoire le bateau en essayant de le faire bouger de quelques degrés jusqu'à ce qu'à un moment donné, il tourne vraiment. Et en même temps, c'est-à-dire c'est vraiment en même temps, on essaie de prioriser ce qui va nous servir en cas de rupture, en cas d'effondrement avec un S. C'est-à-dire que ce qu'on produit en premier, c'est de la bourse, localement, c'est de l'énergie renouvelable, c'est un réseau de véhicules en partage, c'est des bâtiments durables à usage d'habitation et professionnels qui sont faits à partir de bois, de paille et de terre. Ce qui fait que et en plus, on intègre à l'intérieur de notre quartier rural en transition, on y intègre un centre de formation qui va donner de la formation aux gens pour reproduire ce type de quartier rural en transition dans d'autres communes rurales. Autrement dit, tant qu'on peut avancer, eh bien, on essaie de faire bouger le bateau et de faire changer de direction. Et en même temps, on produit ce qui est nécessaire à répondre à l'urgence si jamais ça s'effondre. Et donc de pouvoir accueillir des personnes dans notre territoire, leur montrer, les aider à produire ce que nous, on aura produit, plutôt que de les accueillir avec un mur et des fusils. On va nous les accueillir avec de la formation, avec des capacités d'accueil qui sont surnuméraires par rapport à nos habitants qu'on aura sur le terrain. Et on va essayer progressivement de répondre en fait à cette situation d'urgence qui va se poser. Mais on essaie de faire les deux en même temps. Voilà, on a pris une assurance incendie, mais on ne vit pas comme si la maison allait brûler.
On pense qu'on se prépare en cas de l'incendie, mais on ne vit pas comme si la maison allait brûler. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. C'est un peu ça, un peu la philosophie. Bah, très bien, on va passer à la question de Thierry. Penses-tu, Frédéric, que l'évolution de la comptabilité espérée va aider ces modèles éco ou tu ne comptes pas du tout là-dessus? Juste là, je voudrais revenir juste sur la partie comptabilité. Qu'est-ce qu'il a appelé comptabilité? Je te relis la question parce que Ouais. Penses-tu, Frédéric, que l'évolution de la comptabilité, virgule, espérée, virgule, va aider ces modèles éco ou tu ne comptes pas du tout là-dessus? Ah, au contraire, je suis un fan total de la comptabilité, moi. Je crois que c'est l'une des plus belles choses qui a été inventée par l'humanité. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai écrit un article sur LinkedIn, vous pourrez aller voir, qui s'appelle L'économie des ABI. Euh, c'est pour moi, la comptabilité, elle est née dans les monastères pour permettre aux moines de transmettre le meilleur patrimoine à leurs successeurs, en fait. Et donc, ils avaient imaginé deux représentations. Ils appelaient ça, le premier, c'était la vie, enfin, la représentation des flux avec les recettes et les dépenses du monastère. Et puis après, il y avait la partie mortage, la mort, la partie morte, la partie qui n'est plus vivante, qui était le capital, en fait. Et donc là, ils ont inventé, en fait, la notion de ressources-emploi, donc de représentation de ce qu'était, en fait, le patrimoine à transmettre. Et il fallait que les flux de vie génèrent des excédents pour restaurer, renouveler, développer le patrimoine pour les générations futures de moines. Vous vous rendez compte? Ils ont inventé en fait un système qui est vraiment fait pour une transition écologique profonde. C'est-à-dire la capacité finalement à prendre soin d'un patrimoine naturel, humain et productif et le transfert abondé et le transmettre abondé aux générations futures. Donc nous, à Terra, on a un système de comptabilité qu'on a travaillé avec notre expert comptable dans lequel on a une vision écosystémique de nos flux et de nos stocks à travers des codes analytiques qui nous permettent, si vous voulez, de ne plus être comment dirais-je, enchaîné à une organisation, mais de plutôt être dans une visée fonctionnelle. Et donc, toutes nos structures, en fait, toutes nos transactions dans nos structures ont un code analytique qui permet de dire quelle fonction on nourrit, l'alimentation, l'énergie, l'eau, les bâtiments, les transports. Donc ça, c'est la fonction. Ensuite, quel projet nourrit cette fonction? C'est-à-dire, on a, dans la transaction, il y a un code de 3 lettres qui nous permet de dire, ah ben là, c'est le projet Toto ou le projet Titi, par exemple, le projet du centre de formation, le projet de l'épicerie, donc on sait quel projet nourrit quelle fonction. Et le dernier élément qu'on a dans notre comptabilité analytique, c'est la capacité à mesurer qui finance le projet qui nourrit cette fonction. Et là, on va retrouver de l'autofinancement, par exemple si c'est notre capital qui le finance, ou alors ça va être de la vente, si c'est une vente, mais ça peut être du don aussi, ou ça peut être une subvention. Et là, comme ça, on a une vision, si vous voulez, en 3D, enfin presque en 3D, par structure, par fonction, par projet et par financeur. Et ça nous permet en fait d'avoir une visibilité et une plus grande capacité à piloter le développement de l'écosystème dans le temps. Donc oui, je pense que la comptabilité est quelque chose de formidable si on veut développer de la valeur économique sur nos territoires et dans notre transition. Merci beaucoup Frédéric. C'est hyper clair. On a une déferlante de questions. Je ne sais pas si on pourra répondre à tout dans le temps imparti. Je sais que Frédéric là va répondre de manière la plus concise possible et on va essayer d'aller le plus loin possible. Françoise demande, est-ce que ce projet a été valorisé à travers le magazine Oui Demain? Je crois qu'ils font une série sur les initiatives des territoires. Ah, non, il ne remet pas passé sur oui demain. Par contre, on aura un grand plaisir à transmettre ce qu'on fait si on a un contact. Guy se demande si tu peux reprendre le loup voyage quand on remonte au vent avec ton schéma de répartition des montants issus du CA. Merci. Alors, en gros, aujourd'hui, en fait, notre problème, c'est qu'il y a peu de monnaie dans l'économie locale. Pour vous donner un chiffre, 98% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers et 2% dans l'économie réelle. Tout est dit. Je pense que j'ai pas besoin de... Voilà. Et en fait, nous, on se bat dans les 2% qui restent.
Vous comprenez que là, il va falloir faire quelque chose par rapport aux 98% là. Parce que si on continue à essayer d'aménager ces 2% que ça marche mieux, ça risque de prendre du temps. Donc, quand je vous parle de faire bâbord, tribord, c'est simplement que, puisqu'on veut relocaliser la production vitale aux habitants, aux entreprises locales et aux collectivités territoriales de nos zones rurales, il faut qu'on sache, en fait, comme il y a peu de monnaie en circulation, où c'est qu'on doit mettre cette monnaie. C'est-à-dire, on ne peut pas mettre cette monnaie comme ça et la balancer et se dire, ah ben tiens, on va balancer 1 million d'euros et puis tout va aller, tout va bien fonctionner. Non, non. Il faut mettre la monnaie là où l'effet levier sur le territoire est le plus important. Et comment on le détermine? Par le niveau, en fait, de production vitale qu'on est capable de produire. Donc, quand la production est inférieure à la demande, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que donc il faut produire plus. Et quand je dis la demande, moi je ne parle pas d'acheter des écrans plats de 3 mètres, de 3 mètres de diagonale. Je parle encore une fois de bouffe, d'énergie, d'eau, de maison, enfin des trucs fonctionnels. Donc quand la production est inférieure à la demande de notre territoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut investir dans l'appareil de production pour augmenter la production du territoire de telle façon à ce que tout le monde puisse avoir accès à ces productions. Donc là, en fait, ben on va investir, d'ailleurs je l'ai fait à l'envers, on va investir à droite. Hein, on va faire un coup de volant à droite. Et on va investir dans la production en capitaux passés, intérêts modérés, pour augmenter la quantité de production. Cette production se met à augmenter maintenant. Elle se met à augmenter, elle dépasse maintenant la demande. C'est-à-dire il y a plus de production que de demande. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, au lieu d'injecter de la monnaie dans l'investissement productif, on va injecter des revenus de transition ou des revenus d'autonomie pour accueillir plus de personnes dans notre territoire et ainsi écouler la production. Et à un moment donné, ben, de nouveau, la production va être en dessous. Et donc, de nouveau, cette fois-ci, au lieu d'augmenter les revenus, la quantité de revenus et de personnes qu'on va accueillir sur notre territoire, on va faire l'inverse, on va se remettre à investir dans la production pour augmenter la production. Et ainsi, progressivement, en faisant bâbord, tribord, on va arriver à revitaliser une zone rurale à revitaliser. Je ne sais pas si c'est plus clair. C'est très clair. J'ai une question d'ébullition et je sais que ça va être difficile pour toi d'y répondre de manière courte. Aïe, 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 Comment c'est avez-vous dur, hein. trouvé les investisseurs patients? Comment on les a trouvés? Ouais. Alors c'est vraiment tout le problème aujourd'hui, c'est que malheureusement, ils ne sont pas nombreux encore. Je pense qu'ils vont être de plus en plus nombreux. Plus il va faire froid dehors, et plus les investisseurs vont commencer à se rendre compte que l'argent, ça ne se mange pas. Donc, mais pour l'instant, ils sont peu nombreux. Comment on les contacte? Ben là, c'est par la capacité qu'a le projet, en fait, à susciter du désir chez nos investisseurs. Mais il faut y aller par étapes. C'est là où on peut boucler sur la dernière partie, c'est comment on a monté notre financement. Comme on sait qu'il y en a peu, il ne faut pas aller les voir n'importe quand. C'est pas la peine d'aller voir des investisseurs patients euh, euh, tant que vous n'avez pas quelque chose à leur montrer. Il faut commencer par du don de temps avec des habitants volontaires pour démarrer le processus. Donc, c'est du temps. Chacun va donner un peu de temps et des compétences. Puis, quand on commence à voir que ça bouge un peu, on va chercher des dons défiscalisables. C'est-à-dire qu'on va, à travers un fonds de dotation, collecter des dons qui vont être défiscalisés à 66% pour les particuliers et à 60% pour les entreprises. Et avec cet argent, on va commencer à financer le développement de nos activités. Donc, du temps, des dons défiscalisables, puis ensuite, on va passer à des subventions d'investissement et d'exploitation. C'est-à-dire que là, quand on sent qu'il y a un potentiel de développement et qu'on commence à montrer qu'il y a pas mal de citoyens, d'associations, enfin bref, que ça commence à bouger, on va voir des Ouais. collectivités territoriales. Alors? Nous, on va voir tout le monde sauf la mairie. Parce que la mairie, elle doit nous vivre comme quelque chose Ah non, qui non. apporte à la commune et pas quelque chose qui retire de la commune. Hein, nous, toute la valeur qu'on va créer, en fait, elle Ah va oui. venir irriguer la commune. La commune doit nous vivre comme un plus, pas comme un moins. Et donc, on va aller voir la communauté de communes, le département, la région, l'État, les institutions, ça peut être aussi des fondations, des fonds de dotation et qui vont venir nous financer. Et puis, quand on sent cette fois-ci que le marché qu'on a développé peut se développer, à ce moment-là, là, on peut aller voir des capitaux patients intérêts modérés. Et le problème qu'on a à cette étape-là, et c'est pour ça que le milliard existe, c'est que entre eux, ces investisseurs qui seraient capables de nous financer par des capitaux patients intérêts modérés
parce que pour eux, la rentabilité écologique et sociale est au moins aussi importante qu'une rentabilité économique, eh bien, ceux-là, ils sont, je dirais, ils sont encadrés, enclipsés dans des intermédiaires financiers. C'est-à-dire, généralement, c'est des banques, c'est des institutions financières, c'est tout un ensemble d'intermédiaires financiers qui, eux, par contre, n'ont pas intérêt à financer avec des capitaux patients et modérés. Pourquoi? Parce qu'ils vivent sur la rareté de l'argent. Hein. Donc, comme ils vivent sur la rareté de l'argent, eh bien, ils sont bien obligés d'avoir des intérêts qui montent et de louer plus vite leur argent. Et donc, du coup, il y a une espèce d'intermédiaire entre les deux qui devrait faire un travail d'intermédiation, mais qui aujourd'hui se fait mal. Et donc, on a du mal à avoir accès, en fait, à ces investisseurs patients. Malgré tout, on y arrive. Nous, on y est arrivé de deux façons. On y est arrivé par l'intermédiaire de fondations qui nous ont accompagnés, en fait, dans ce projet et qui ont même investi, pour certains, d'une façon importante. Moi, je pense que les dotations des fondations, c'est l'avenir des capitaux patients intermodérés. Je pense que les dotations des fondations, c'est l'avenir des capitaux patients intermodérés parce que l'objectif des fondations, ce n'est pas forcément d'augmenter leur patrimoine financier, mais de perpétuer leurs fonds, en fait, et de financer avec une part de leurs intérêts leur fonctionnement. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qu'on peut aller gratouiller. Et le deuxième élément qui nous a permis d'arriver c'est les particuliers. Donc là, on a lancé un appel à financement participatif avec des titres participatifs. Les titres participatifs, ce sont des titres qui permettent en fait à des SA, donc il faut être fonds de SA, même si vous êtes en coopérative, ça ne marche pas dans les SAS, ça marche dans les SA. Et grâce au statut de SA, tu peux émettre des titres participatifs et dire, voilà, je vais vous rembourser dans 10 ans, par quart à partir de la septième année, à 2% pendant ces 10 ans. Et là, l'intérêt immédiat, c'est que pendant 10 ans, tu vas payer uniquement de l'intérêt. Donc, par rapport à ta CAF, c'est très peu, hein, puisqu'il va payer 2% par an pour 1 million d'euros. Nous, on a levé 1 million d'euros, enfin 840 000 euros. Donc, c'est pour donner un ordre d'idée. Donc, en fait, on paie environ 15 000 euros par an d'intérêt. Alors que si on avait eu à payer les intérêts plus le capital, on serait mort. Parce qu'on serait incapable de sortir le montant du capital, même mensualisé sur 10 ans. Alors que là, on commencera à rembourser le capital dans 10 ans. Et ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'avoir une capacité d'autofinancement brute. Et donc, avec cette capacité d'autofinancement, de financer des revenus au service de la transition et de la revitalisation de notre territoire. Parce que si on avait dû rendre le capital et les intérêts en même temps, bah, du coup, on n'aurait plus d'argent pour payer les gens pour revitaliser le territoire. Et de telle façon que dans 5 6 ans, on puisse effectivement commencer à avoir valorisé notre territoire de vie. Et le dernier élément dont on se sert, je suis désolé, mais c'est important pour qu'ils aient au moins la totalité de la réponse. Et ce qu'on fait aussi, c'est qu'on a un fonds de dotation et donc, dans 6 ans, on va aller voir nos investisseurs qui ont déjà défiscalisé 25% du montant de leur apport. OK? Et on va leur dire, est-ce que vous seriez OK pour abandonner le remboursement de votre capital à un fonds de dotation? Parce qu'en abandonnant une partie de ce capital à un fonds de dotation, qu'est-ce qui se passe? Ils défiscalisent à 66% le montant de leur abandon. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont gagné 25 plus 66, ça fait 91. Et donc, en perdant 9% de leur capital, ils ont contribué en fait à redévelopper toute une économie locale au service des humains et de la nature. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'investisseurs qui seraient OK de transformer 9% de leur capital en production relocalisée, durable et vitale à nos territoires. Voilà, Bah, j'espère que j'ai été clair. merci, C'est bah, un peu c'était complexe. passionnant. Maintenant, on va passer en format réponse très courte pour essayer Ah, de d'accord, tenter allons-y. tous les personnes qui sont avec nous. Donc, Maëlys se demande, est-ce que le modèle est aussi de faire grossir ce PTCE ou plutôt susciter de nouveaux PTCE ailleurs en les accompagnant ou les deux? Alors, pour nous, le PTCE, c'est vachement important puisqu'en fait, il donne une réalité juridique au travail qu'on fait.
Donc là, notre objectif plutôt aujourd'hui, c'est d'accueillir de plus en plus d'entreprises, d'associations, d'habitants dans le PTCE pour le faire grandir et maintenant le faire grandir au-delà de juste des adhérents de terrain et des structures de terrain. L'idée maintenant, c'est vraiment d'accueillir dans ce PTCE des agriculteurs, des commerçants, des entreprises locales, des collectivités territoriales, des associations et faire en sorte ensemble de pouvoir revitaliser notre territoire de vie. Et bien sûr, après, on a prévu une formation de 6 mois qu'on donnera à partir de en septembre. On va déjà commencer à recevoir 3 projets et on va essayer de faire en sorte d'accueillir de nouveaux projets pour les aider à se développer aussi dans d'autres communes rurales. Très bien. Donc, quels intérêts les financeurs privés gagnent à participer? Rendement très faible, l'image, quoi d'autre? C'est la difficulté principale pour beaucoup d'associations. En tout cas, nos investisseurs à nous, ceux qui investissent et qui nous donnent, ce sont des investisseurs qui considèrent aujourd'hui qu'ils doivent transformer du capital financier en capital humain et écologique. Ce sont des personnes qui ont pris conscience, un peu comme les aristocrates à l'époque de la Révolution française, ils ont dit là par là, c'est fini. Par contre, je ne veux pas dilapiter mon capital, où c'est que je pourrais le mettre pour contribuer? Par contre, ils ne vont pas le mettre n'importe où, n'importe comment, dans n'importe quelle condition. Par contre, je pense qu'ils sont prêts à le mettre parce qu'ils acceptent de transformer une part de leur capital financier, de leur rendement financier, en capital et en rendement écologique et social. Et donc, c'est ce type de personne-là qui dit aujourd'hui, non, là, ça part en couille, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour mes enfants, pour la planète, pour me sentir en accord avec mes valeurs. Et je pense qu'il y a de plus en plus de personnes aujourd'hui qui sont dans cette logique. C'est parfait, très clair. Je vais piocher. Quelle est ta vision pour l'opération Milliard? Comment l'expérience Terra peut-elle inspirer les futurs 200 territoires d'expérimentation de l'opération Milliard? Oula, alors on va déjà commencer nous par nous, parce qu'on n'est pas là pour donner des leçons, on peut témoigner, on peut partager, on peut accompagner, aider, mais on est trop encore dans l'expérimentation pour donner des leçons. Peut-être que dans un an, enfin, ça fait 10 ans qu'on est en place, mais peut-être que dans un an, le projet sera fini parce qu'on n'aura pas réussi à trouver la nouvelle tranche de 3 millions qui nous permet de passer à l'étape suivante. Donc il y a vraiment ici une dimension d'incertitude qui est liée au fait que ce projet est un projet expérimental et que tant qu'on ne meurt pas quand on tombe, on continue, on s'ajuste. Mais un jour, peut-être on tombera et on ne pourra pas se relever. Et à ce moment-là, on aura fait notre part et vous ferez le reste. Enfin, d'autres feront le reste. Et nous suivrons, nos successeurs nous suivront, comme nous, on a succédé à d'autres expériences qui sont mortes. On aura fait notre part. En tout cas, au niveau de ta structure, peut-être ça peut répondre à la question aussi. Quelles infrastructures concrètes font partie du projet Terra? Vous avez parlé d'un projet photovoltaïque, d'une épicerie, d'un centre de formation. Est-ce que tu peux en citer, juste citer d'autres? Alors pour nous, c'est toutes les fonctions vitales aux habitants, aux entreprises locales et aux collectivités territoriales de communes rurales dans des zones de revitalisation rurale. Alors oui, ça ne s'adresse pas aux grandes villes. Je ne sais pas comment les grandes villes vont s'en sortir. Je suis désolé. Je cherche mon joker. Peut-être qu'il y aura des solutions, mais moi, je ne sais pas comment faire fonctionner dans le respect des humains et de la nature des villes de centaines de millions de gens. Je ne sais pas faire. Donc, par contre, ça peut fonctionner pour des petites communes, pour un réseau de petites communes dans nos territoires de vie. Et pour ça, il faut relocaliser toutes les fonctions de base. Alimentation saine, donc là, c'est produire de la bouffe, la distribuer, donc production, distribution, produire d'abord, la transformer, donc restauration, la stocker et faire en sorte que les gens aient de quoi manger dans un rayon de 30 km autour de chez eux. Pareil pour l'eau, donc le cycle complet de l'eau, extraction, distribution, potabilisation, récupération et redistribution. Donc vraiment faire un cycle de l'eau complet au plus proche possible des lieux d'habitation. Cycle des déchets, donc comment on récupère les déchets organiques, comment on les retraite, comment on les réinjecte dans la terre pour regarder les sols et développer des circuits courts de caca et de pipi pour aller vite, hein, et simple. Mais ça, pour nous, c'est vraiment hyper important si on veut aggrader les sols. Quatrième élément, des bâtiments durables à usage d'habitation et professionnel. Donc là, on se retrouve avec plutôt des maisons, des appartements, tout ça avec du bois, de la paille, de la terre, c'est-à-dire des éléments qui sont très proches, encore une fois, de notre territoire.
et avec la particularité que nous, on ne les vend pas, mais on va les mettre en droit d'usage aux sociétaires habitants de notre collège, de la Société coopérative d'intérêt collectif, pour les sortir du marché, de telle façon à ce qu'il n'y ait plus de spéculation sur ces bâtiments, parce que c'est quand même la dépense principale d'un citoyen. Puis ensuite, on va y trouver les véhicules en partage, de préférence des véhicules en partage d'occasion, une propulsion avec de l'énergie renouvelable produite localement. Et là, par exemple, on est en partenariat avec une boîte qui s'appelle Lormoto, qui fait on appelle ça du rétrofitage de véhicules anciens comme des Twingo. Ils enlèvent le moteur thermique, ils mettent un moteur électrique. Du coup, on a des petites voitures qui ne consomment pas beaucoup, mais qui sont largement suffisantes pour nous transporter sur le territoire. Donc là, par contre, ça, c'est en cours, on ne l'a pas fait encore. On a ensuite l'accompagnement à la transition. Donc, des acteurs locaux, c'est hyper important. Accompagner les élus, les petits entrepreneurs, les petits producteurs, les habitants dans ces démarches de transition. Et quand je dis les accompagner, c'est les mettre en place des services qui facilitent pour eux la transition, c'est-à-dire qui baissent la marche pour qu'ils commencent à la monter. Donc ça, c'est des services qu'il faut offrir aux gens des territoires parce qu'ils n'y arriveront pas tout seuls. Les pauvres maires et conseillers municipaux des petites communes, ils sont totalement submergés par les problèmes qu'ils ont et le peu de financement qu'ils ont. Et enfin, le dernier, c'est tout ce qui touche à la culture, parce que si on veut que les gens viennent habiter sur notre territoire, il ne faut pas juste qu'ils bouffent, qu'ils se chauffent et qu'ils se logent, il faut aussi qu'ils aient accès à la culture, donc l'éducation, l'art, la science et la technique, de telle façon à ce qu'on puisse, dans ces petits territoires, profiter de tout ce que les autres profitent dans les grandes mégalopoles. Super. Je vais passer sur une question, parce qu'il y a beaucoup de questions sur la crypto et on ne peut pas rentrer forcément dans les détails parce que tout le monde n'est pas spécialiste. Mais Frédéric, as-tu entendu parler comment les crypto-monnaies peuvent se mettre au service des communs? Michel Bowen, c'est en relation avec cette communauté qui développe cette dynamique au niveau international. Alors, oui, oui, j'en ai entendu parler. Je connais bien Michel. On s'échange souvent des petits messages. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on a choisi pour l'instant, je dis bien, d'instaurer des monnaies complémentaires locales. J'explique pourquoi. C'est juste parce que les monnaies complémentaires locales sont inscrites dans la loi de l'ESS de 2014 et que donc on sait qu'on est pile poil dans les clous et qu'on peut rien nous dire et qu'avec cette monnaie complémentaire locale, là, on peut vraiment commencer à faire des choses intéressantes par rapport à la monnaie. Là, il me faudrait 1 heure et demie pour discuter avec vous des monnaies locales. Je ne vais pas le faire là. Mais en tout cas, c'est un super outil, super puissant. Allez voir le film La monnaie miraculeuse là, sur Arte qui raconte la première monnaie, enfin la première, entre guillemets, la première monnaie locale du XXIe siècle. Et vous allez voir comment en un an, ils ont réussi à revitaliser tout un territoire et la Banque centrale les a, les a fait fermer parce que justement, ils y résistaient. Donc allez voir ce film, c'est vraiment, vraiment super intéressant. Voilà. Et par contre, je crois que l'avenir, pour moi, c'est la blockchain. Je le crois très sincèrement. Je pense qu'il faut aller vers une monnaie dont le tiers de confiance est contenu dans le code monétaire, de telle façon à ne plus avoir affaire en fait à un tiers de confiance qui soit à l'extérieur en fait et qui peut dicter, modifier, supprimer tout ou partie des règles du jeu de la monnaie pour telle ou telle personne avec lesquelles il est bien. Donc oui aux monnaies de type blockchain. Et pour l'instant, on travaille avec la monnaie complémentaire locale parce qu'elle est beaucoup plus acceptée par toutes les parties prenantes et nous, on a besoin de travailler avec tout le monde. Et donc, du coup, pour l'instant, on travaille avec les monnaies complémentaires. Mais la suite, j'espère qu'elle viendra un jour où on utilisera effectivement des blockchains. Bien, écoute, je pense qu'on a quand même couvert pas mal de sujets. Il y a beaucoup de questions et on essaiera d'y apporter des réponses d'une façon ou d'une autre. Peut-être que, il faudrait qu'on fasse une masterclass justement sur la blockchain chez les crypto-monnaies avec toi, parce qu'il y avait vraiment de quoi faire. Déjà, je voulais vous remercier toutes et tous pour votre participation, pour vos questions qui étaient très nombreuses, et surtout bah, Frédéric, hein, parce que en effet, c'est difficile de t'arrêter quand tu es lancé, mais c'est tellement Je suis agréable. désolé. Non, mais tu as bien fait, on s'est régalé, donc c'était vraiment sympa. Donc on vous tient évidemment au courant pour la suite du programme Masterclass. Et il y a quand même une dernière question, je ne pouvais pas la poser
en plein milieu, mais c'était celle de Xavier qui demandait si Monsieur Bosquet serait présent ce week-end à Terra. Voilà. Ah oui, 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 on a un week-end découverte ce week-end. Oui, oui, tout à fait, j'y serai. Oui, oui, il n'y a pas de souci, oui, j'y serai. Bon, bah, c'est parfait. Alors, le rendez-vous est pris. Merci encore à toutes et à tous. Merci à Nathan aussi, qui, pour la première fois, nous a filé un coup de main sur la production de cette masterclass. Fred, encore merci pour tout ce que tu as initié, tout ce que tu peux, tous ceux et celles que tu peux inspirer. Et en tout cas, vu le nombre de questions, on voit que c'est plutôt très bien reçu. Donc merci à toutes et à tous. Passez une bonne soirée et bientôt le replay sur le site de l'Opération Milliard. Au revoir. Salut à tous, merci.